sais-tu que c'est du nitrate? J'ai écrasé les mottes et j'y ai mis le feu. Elles se sont mises à péter. Oui, papa, à péter. Où l'as-tu trouvé? Tout près du gué où j'étais chercher de l'eau. Au revoir. Intrépide chevalier du désert, José Santos Ossa vivait les heures les plus intenses de sa carrière. Il avait envoyé son fils reconnaître des dépôts calcaires, au cas où il contiendrait du nitrate, et voici que... Rubio, solita, coca! Il y a du nitrate là-bas! Du nitrate. Quel talisman possède ces syllabes pour apaiser ainsi la fièvre et la soif de ces hommes tannés par l'aventure? Remontons dans le temps. Nous sommes à l'époque où les Indiens Changos habitaient au nord du Chili les abords du désert de l'Atacama. Mais qu'est-ce que c'est? Du feu. La terre brûle comme de l'amadou. Au secours! Le diable verte-patte met le feu au campement. Christ des Blancs, donnez à ces Indiens des pattes de chamois pour s'enfuir. Protégez-les! Le brave curé d'Atacama veillait heureusement sur le salut de ses ouailles. Descendez vite, seigneur curé, voici que Lucifer incendie les pierres avec sa queue d'étoupe. Protégez-nous! J'arrive tout de suite, mes enfants. Dans un instant, je suis à vous. L'eau bénite et l'exorcisme de la prière mirent en fuite le diable qui s'amusait à faire peur à ces Indiens aux âmes d'enfants. Mais ces mottes rougeâtres et étincelantes doivent cacher autre chose qu'un sortilège. Examinons-les attentivement. Que de phénomènes étranges se passent dans ces étendues désolées, reléguées à l'extrémité du monde. Ceux qui s'y aventurent en reviennent bien rarement. Mais laissons là les miracles et les prodiges diaboliques. Si la terre brûle, c'est que c'était écrit. À quoi bon se creuser la cervelle? Jetons cela par terre. Mais voyez donc, sur ce sol ingrat, au bout de quelque temps, les plantes naines et rachitiques se sont mises à pousser avec une vigueur extraordinaire. Fut-ce un miracle? Non, ces mottes possédaient un pouvoir inconnu, et depuis lors, les hommes les ont recherchées avec avidité. Quel secret renferment-elles? Revenons à José Santos Ossa. Du nitrate? Du nitrate? Oui, du nitrate. Et ce fut ainsi qu'en l'an de grâce 1866, José Santos Ossa découvrit le nitrate de l'historique Salar del Carmen. Des couches et des couches d'une richesse encore ignorée affleuraient au sol de ces terres torrides. L'audacieux équipé de José Santos Ossa, sous les feux du soleil, inaugurait une ère économique nouvelle pour le Chili et une industrie qui devait avoir un retentissement mondial. D'autres pionniers, géants de l'aventure et du rêve, avaient précédé José Santos Ossa dans la pampa chilienne en jouant avec la mort. Ténébreuse image du chaos, silencieux royaume de la mort, c'est ainsi que Vicuña Maquena appelait ce désert sillonné par nos héros. Des outils abandonnés sur place attendaient d'autres mains insensées pour les prendre. Et les crânes qui avaient conçu cette fantastique épopée se calcinaient maintenant sur le sable de leur tentation. Hallucinés par le mirage, ils tombaient de leur monture, des braises dans la gorge. Mais la soif, l'horrible soif, ne les arrêtait pas. Qu'un peu d'eau rafraîchisse leur mémoire. Un jour enfin, le désert fut vaincu. Et ce drapeau que vous voyez marque la place où ils triomphèrent du destin. Ils vainquirent, ils firent de leurs rêves une réalité, et ainsi surgirent en plein désert de l'Atacama les premières exploitations minières. Les charrettes commencèrent leur parcours incessant de la mine à la côte, où elles déversaient le maigre produit de tant de sacrifices. Le port chilien d'Antofagasta n'avait pas encore sa place sur les cartes, mais les bateaux de tous les pays du monde recherchaient l'encre que rossesse de la côte pour indiquer l'endroit où le désert prodiguait son trésor. Des muscles d'acier, telles furent les machines primitives des salpêtrières. Nous voyons ici une des toutes premières installations, l'usine de Las Paradas
à ses débuts. Le calcaire brut est réduit en petits morceaux. La mère et le fils aîné viennent aider le papa. On fait cuire ces mottes ainsi écrasées dans des bassines de fer chauffées au feu de bois. Le liquide provenant de la cuisson est versé dans les récipients que vous voyez pour que le nitrate dépose peu à peu. Maintenant, versons le liquide dans ces cuves plates pour que, grâce au climat sec de la pampa, le nitrate cristallise lentement. Et c'est tout. Nous voici en possession du nitrate, le meilleur engrais du monde. Et dire qu'il a fallu tant d'héroïsme pour donner naissance à un procédé aussi simple. Le chargement est aussi une opération facile. Mais c'est avec le transport qu'augmentent les difficultés et les ennuis. Il faut effectuer à dos de mule un long voyage vers la côte, en traversant de jour et de nuit la solitude infinie du désert. L'arrivée de chaque caravane à destination représentait un tour de force. Et au passage de ces caravanes surgissaient des hameaux, des villages, des villes. Le nitrate a commencé par faire pousser des maisons. Et voici devant vous les premières rues d'Antofagasta, oasis créées de toutes pièces et disputant l'espace aux rochers. Les habitants n'ont à boire que de l'eau de mer distillée, vendue à prix d'or par ces porteurs d'eau que vous voyez. Dans chacune de ces maisons de bois revit le souvenir de José Santos Ossa. Cette ville, que tant de sacrifices ont édifiée et que le danger de l'incendie menace continuellement, fut l'objet de soins jaloux de la part de ses habitants. Et en 1875 fut créé le premier corps de pompiers. Leurs chapeaux, aussi inflammables que les édifices, ne semblaient pas les gêner dans l'accomplissement de leurs tâches. Les voici dans leurs exercices quotidiens. Naturellement, quand on les appelait pour l'incendie d'un poulailler, ils finissaient par noyer tout le quartier. La production du nitrate augmentant, on créa de nouvelles équipes et de nouveaux convois. Les routes se multiplièrent, sillonnant le désert jusqu'à la côte. Du nitrate, encore du nitrate. Tel était l'écho que renvoyaient les 5 parties du monde. Des machines pour le nitrate. La merveille de la vapeur fut introduite dans le désert. Voici une des premières machines amenées dans la pampa. Mais attention, elle s'échappe. Elle est si neuve qu'il vaut mieux l'attacher solidement. Et voici l'arrivée des invités à l'inauguration d'un des premiers chantiers du système Shanks. C'est une nouvelle étape dans l'exploitation du nitrate. La vapeur va permettre d'accélérer le traitement du produit brut. Enfin, messieurs, cette locomotive ultra rapide symbolise le progrès de notre siècle, j'ai dit. Maintenant que vient d'être baptisé cet extraordinaire moyen de transport, voyons comment le système Shanks à vapeur, appliqué au raffinage du nitrate, augmente la production et facilite le travail de la main-d'œuvre. La matière première, le calcaire, une fois trituré, dépose, grâce à l'ébullition produite par la vapeur, son contenu de nitrate dans ses bassins. Malheureusement, mon ami, à cette époque, on ne voyait pas encore les chevilles. Regardons aussi la mine d'où provient le calcaire. À quelques kilomètres de l'usine Shanks que nous avons visitée, s'ouvrent les excavations. Sans doute pour économiser les frais jusqu'au niveau de la couche calcaire, on introduisait dans la terre un enfant, qui, à lui seul, creusait un trou aussi grand que lui et le remplissait ensuite d'explosifs. Après l'explosion, il fallait faire l'essai du produit. Voici un des laboratoires ambulants d'une exploitation typique de cette époque. On reconnaissait la valeur du calcaire à l'intensité de son crépitement sur la mèche, sa richesse dépendant de sa teneur en sel. Pendant ce temps,
Tous les jours à la même heure, sentant que son maître avait faim dans la mine, le médor de la Pampa aboyait à la maison et sortait avec son déjeuner. Malheur à qui prétendrait se mettre en travers du chemin du fidèle messager. Dans la salpêtrière, où se trouvaient rassemblés des ouvriers de tout le Chili, le brave animal allait droit à son maître. Avec précaution et avec amour, il apportait ses provisions en courant sous le soleil infernal de la Pampa. Quel touchant tableau, n'est-ce pas? Et quelle charmante complicité entre les êtres, les animaux et les choses. Les charrettes s'éloignent avec les dernières heures de cette lente époque. Il est 7 heures du soir à l'horloge du 19e siècle. Bonjour, histoire de notre temps. Saluez, messieurs, c'est la Pampa moderne. Ce sont ces foreuses qui font aujourd'hui le travail. Échelonnées sur un espace de 200 mètres, elles multiplient les trous avec leurs trépans de différentes dimensions dans un temps minimum. Cette machine fonctionne à l'air comprimé. Les trous de mine sont préparés dans le terrain. On les bourre d'explosifs puissants et le ventre de la Pampa vole en éclats à travers les airs. Chaque explosion semble un hommage rendu par la Pampa à la mémoire immortelle de José Santos Ossa. Courez vite, les amis, courez vite. Ces petits cailloux coiffent moins bien que des chapeaux de feutre. Abritez-vous, vous pourrez. Attention! Vous pouvez être tranquille. Mais qui êtes-vous, s'il vous plaît? Moi, je suis le calcaire, dit Caliche pour vous servir, et je deviendrai bientôt nitrate. Nitrate? Oui, monsieur. J'ai dormi des milliers d'années sous la mer, parce que tout ce sol autrefois était recouvert par les flots. Ah, parfaitement. C'est une des nombreuses théories sur l'origine du nitrate. La région où on le trouve fut autrefois le lit de la mer. Mais il y en a d'autres. Les autres, Pas aujourd'hui, ami Caliche. si vous voulez en savoir davantage, vous n'avez qu'à me suivre. D'accord, mais nous devons d'abord nous renseigner sur la route à suivre. Nous nous reverrons, monsieur Caliche. À tout à l'heure. Cette énorme grue électrique réalise à la perfection le travail de 200 hommes, qu'elle libère des tâches inférieures de l'époque primitive. De nombreuses grues mécaniques de ce genre travaillent incessamment dans la Pampa actuelle. Leurs puissantes tenailles d'acier choisissent et recueillent les morceaux de calcaire avec un tact incroyable et les déposent dans les wagonnets qui les conduiront au moulin concasseur. Voyez avec quelle admirable maestria sont dirigés de leur cabine mobile ces géants d'acier. Une fois terminée l'exploitation d'un secteur, toute l'équipe se transporte à un autre secteur de la mine pour recommencer le même travail. Rails et convois, tuyaux d'air comprimé, dragues, pylônes de haute tension, tout se transporte parallèlement pour aller servir ailleurs. Et de nouvelles explosions lancent au ciel le trésor renfermé durant des milliers d'années. Des wagons et des wagons de calcaire arrivent de la Pampa pour apaiser la folie dévorante des moulins.
Le trafic dans ce dense réseau ferroviaire est aussi compliqué que dans la gare d'une capitale. Au point de jonction des voies se trouvent nécessairement des surveillants et des aiguilleurs qui, de la tour de contrôle, dirigent l'incessant va-et-vient d'interminables rames. Toutes les installations que vous voyez appartiennent exclusivement à une seule des usines du système Guggenheim. Ce système permet l'exploitation commerciale de calcaire à 6% de nitrate. D'autres systèmes exigent des produits à 20% et les premières entreprises ne pouvaient traiter le calcaire à moins de 65%. Voici, véritable cathédrale sonore, les moteurs diesel les plus grands de l'Amérique du Sud, qui produisent l'énergie électrique indispensable aux travaux gigantesques que nous verrons plus loin. Ici, les trains qui arrivent de la Pampa attendent leur tour pour déposer leur chargement devant les machines à broyer. Ce petit tracteur, que les ouvriers appellent la mule, possède à lui seul les deux petits doigts de Samson et de Goliath. Avec sa force extraordinaire, il pousse 2 wagons de 30 tonnes de calcaire chacun vers la machine déverseuse. Cette machine, coucou, que les ouvriers, dans leur langage pittoresque, appellent la mule. Hello, monsieur Caliche. Sous le berceau, on a construit un édifice souterrain de 40 mètres de profondeur, grand comme un gratte-ciel de 17 étages englouti dans la terre. Et c'est là, dans son berceau, que monsieur Caliche, parfaitement, sera versé dans les trémies gigantesques du broyeur. Ah non, pas ça! Arrêtez! Je préfère rester ce que je suis, arrêtez! Déchiqueté par le moulin primaire, le calcaire se rend sur cette courroie de transport au moulin secondaire. Une fois broyé, le calcaire est apporté au bassin de lessivage sur ce ruban qui détient le record mondial des transports. Il y a plusieurs années qu'il se déroule le long des bassins, durant les 24 heures de la journée, avec une régularité extraordinaire, sans trace d'usure ni de fatigue. Un mécanisme curieux et simple à la fois diminue ou allonge le parcours du ruban selon l'éloignement du point où sera versé le calcaire. Ce pont roulant se met en marche, distribuant avec régularité sa marchandise sur les bassins de lessivage. Ces bassins jouent en somme le rôle des bassines d'autrefois, et il n'est plus nécessaire de recourir à l'ébullition ni au feu de bois. C'est dans ces bassins que se produit le lavage du calcaire à température ambiante. Alors, le nitrate se détache de sa gangue, L'on me sépare de la boue et puis c'est tout. La solution arrive par ces tuyaux à l'installation de cristallisation. Vous rappelez-vous, amis spectateurs, l'époque des paradas? L'opération par laquelle le liquide se déversait dans les cuves plates pour que l'eau s'évapore et se refroidisse naturellement correspond à celle qui se réalise dans ces installations monumentales, avec la différence qu'ici, la séparation du nitrate et de la solution qui le contient se produit par refroidissement artificiel. L'usine frigorifique est tellement grande que si elle était destinée par exemple à la fabrication de la glace, elle pourrait en fournir, tenez-vous bien, 1 demi-kilo par jour à chaque Parisien. Une fois cristallisé et sec, le nitrate est fondu dans ses fours. Voici l'atelier de granulation, un véritable palais. Le nitrate fondu est projeté en jet liquide à l'aide de ces pistons pour qu'il se pulvérise dans l'air en forme de granules. Et c'est tout. Nous avons une fois de plus du nitrate. Coucou, coucou, je m'en vais, je m'en vais. Au revoir, monsieur Caliche, mais nous allons d'abord vous emballer. Ouvrons maintenant une parenthèse pour voir vivre un peu ces hommes au sortir du travail. Leur rude existence mérite le soin apporté à leur bien-être. Voici, entre tant d'autres, un des bureaux du service social des salpêtrières. Ils veillent sur les employés et les ouvriers pendant qu'ils accomplissent leurs tâches.
Il commence par leur accorder, à eux et à leur famille, un logement gratuit. Voici une oasis de maisons, une joyeuse agglomération de chalets pour ménages dans une des cités du nitrate. Là règne le confort moderne et rien n'y manque, même des fleurs dans ces landes arides. Les boutiques, qui dépendent des entreprises, vendent leurs produits à un taux inférieur au prix de revient. Les salpêtrières encouragent aussi le développement du commerce libre. Une grande partie de ces affaires appartient aux ouvriers eux-mêmes. Le service social se préoccupe aussi des divertissements. Que pensez-vous de ce théâtre, luxueusement équipé? Tous les soins que requiert le malade sont aussi donnés gratuitement. Cet hôpital est doté d'un matériel thérapeutique et chirurgical ultramoderne. Les secours spirituels ne sont pas oubliés non plus. Le service social s'occupe du développement de la culture, et cette bibliothèque, comme beaucoup, compte plus de 6000 volumes. Outre ces cours gratuits, le personnel féminin reçoit un enseignement domestique de premier ordre. Naturellement, les sports, eux aussi, tiennent une place importante et sont encouragés par l'usine. Le Nord chilien fournit des athlètes de renommée mondiale. D'autres préfèrent la danse et des couples se forment dans la pampa comme ailleurs. Pour amener l'eau à ces piscines et à toute l'usine, ces tuyaux ont rampé plus de 200 km et descendent d'une altitude de 4000 mètres. Leur installation a coûté plus de 50 millions de pesos. Ce ne fut pas un petit travail de faire venir cette eau des glaciers et de la mettre à tiédir sur le sol brûlant du désert. Levons les rideaux du passé. De son lointain glorieux, nous voyons venir José Santos Rosa. La chevauchée de l'héroïque pionnier ne laisse déjà plus de traces sur la terre desséchée que recouvre aujourd'hui un tapis verdoyant. Comme il y a 70 ans, sur ce sol labouré par la fatigue, on hisse jusqu'au ciel la bannière chilienne. Elle reçoit maintenant l'hommage des autorités civiles et militaires au service d'une entreprise humaine d'intérêt mondial. Fermons cette parenthèse et retournons plutôt au nitrate qui nous échappe. Coucou, je m'en vais. Une partie de ce nitrate manufacturé est destinée aux piles de stockage. L'autre à la mise en sac. On procède ici à son emballage automatique et à son embarquement dans ces wagons sur un réseau ferroviaire qui va se multiplier en milliers d'artères. Il s'est arrêté ici après avoir parcouru le long chenal étroit de la carte chilienne en fortifiant les semences. Car voici le comble du paradoxe. En un point du globe où rien ne pousse, on extrait le nitrate qui donne vigueur et vie aux plantations du monde. Ici, la fête de la moisson se célèbre aux accents d'une cueca nationale que danse toute une foule en liesse. En la pampa, el salitre, está el negro, nitrato de sodio, gallinas, los pollos, cosechas de buenas que quitan las penas en la tierra, bonitos porteros, gallina mía, el chileno.
Ce n'est pas seulement au Chili que le nitrate est utile. Le geste qu'avait fait un jour dans l'air le curé de notre histoire se continue aujourd'hui dans celui des laboureurs de la terre entière. Le nitrate va jusqu'aux 5 continents à travers les océans. Argentine, Venezuela, Ceylan, Chine, France, Inde. Partout où un sillon s'ouvre dans le monde, la semence attend cette pluie blanche et fertilisante et demande à boire cet élixir de vie, le nitrate du Chili.